Bonsoir, je sais pas pourquoi je viens de dire bonsoir à l'instant. En plus, j'avais commencé à le dire avec la voix de McFly et Carlito, ce qui est extrêmement flippant. Je sais pas si vous avez remarqué ou pas. Bonsoir. C'est waouh. Alors je sais pourquoi je dis bonsoir, parce qu'il est 19h38, nous sommes le 26/06/2020, on est en plein milieu de l'été, j'ai hyper chaud alors qu'il est bientôt 20h. Mais je suis en bonne compagnie puisque je suis avec Romain et Nico. Comment ça va les gars? Ça va bien. Eh bien, écoute, très bien, fort bien. On a un peu chaud aussi, mais ça va. Vous avez chaud aussi là où vous êtes. Espérons que, à la fois que ça continue d'avoir du chaud, mais en même temps qu'il fasse pas non plus 48 degrés cet été. Mais ça, l'avenir nous le dira, et les auditeurs qui nous écoutent le savent probablement déjà puisqu'ils sont dans le futur. Mais je m'égare. Je vais vous laisser la parole, les gars. Oui. On va commencer avec Nico, puisqu'on parle de futur, de complot, de McFly et Carlito, tout ça. Bah, je pense que c'est à toi de te lancer. Et Je oui, te laisse parce la que parole. exactement, en fait, c'est exactement ce sujet, donc tu l'as très bien amené, parce que ma chronique du jour, bon, elle va être un petit peu longue, je vous préviens, mais j'espère qu'elle va vous intéresser, parce qu'on va parler d'un sujet de société assez complexe, donc on va un Yes. peu effleurer le sujet. On va parler aujourd'hui d'archéologie et conspirationnisme. Ouh. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis chaud bouillant personnellement. Est-ce que tu mettrais le générique d'X-Files? Oh, oui. Bon, alors du coup, on va parler de tout un tas de choses qui circulent, surtout sur Internet, de courants de pensée qui sont assez virulents, hein, quelquefois, on va pas se mentir, qui opposent un peu une vision fantasmée de l'archéologie avec la réalité. Du coup, on va voir également que ce courant, en fait, il a des origines qui sont assez anciennes, hein, finalement, et qui sont parfois aussi peu reluisantes. Donc du coup, l'archéologie, je pense que vous avez un petit peu tous une idée de ce que c'est, hein. Ça a toujours été la source de fantasmes en tout genre aussi. Dans la culture populaire, on peut citer par exemple Indiana Jones, Tomb Raider ou Stargate, hein, comme des fictions qui développent des visions, disons, particulières de l'archéologie. Donc par chance, hein, que ce soit Marc ou moi-même, en fait, on a fait des études dans ce milieu. C'est Donc vrai. je vais peut-être commencer à briser des mythes, hein, Marc aussi, mais je vais vous avouer qu'on ne nous apprend ni à nous battre, ni à manier des flingues, et on possède pas non plus de secrets inavouables sur des civilisations extraterrestres qui pourraient remettre en cause les origines de l'humanité. Je sais pas Mais si peut-être qu'on ment là, ça se trouve. Hein. peut-être qu'on ment, tout à fait. Peut-être qu'on ment. Ça, c'est. On sait Peut-être pas. qu'on est directement dans le complot dès à présent. Peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que on fréquente aussi des gens qui sont dans ce milieu-là, et quand on sort de master ou de doctorat, on n'est pas non plus approché par des sociétés secrètes, donc désolé, on prise un autre mythe, mais qui dirigent le savoir de l'humanité dans l'ombre, et on n'a pas non plus accès à des connaissances mystiques sur les anciens. Donc, Oui, mais pour alors, faire simple... Quelles sont tes preuves là-dessus? Pardon, Alors là, j'arrête. il va falloir se baser sur nos témoignages, et nous faire confiance. Autrement dit, du coup, pour un complotiste, ça ne vaut absolument rien, hein, du coup. C'est ça le problème. C'est vrai. Mais là, on nous parlait... t'écoutons, il y a beaucoup d'archéologues, je pense, qui nous écoutent parmi nos auditeurs. Enfin, Oui, en oui. partie, je pense. Après, vous pouvez mettre dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'on a tort? Est-ce que vous pensez qu'on C'est vous qu'on ment? a raison, on peut mettre un pensez qu'on débat. a hein, Exactement, et plus vous commentez, et on verra le plus de commentaires qui arrivent à une conclusion. Yes. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. C'est clair. Donc, pour faire simple, tout ce qu'on a évoqué avant, c'est de la fiction, et la fiction, ça reste de la fiction. Bien évidemment. Mais pour certaines personnes, hein, qui n'ont pas bénéficié, par exemple, de formation en sciences humaines, ou qui sont pas vraiment familières avec le domaine de la recherche scientifique, il est parfois, peut-être un peu difficile de se détacher de ces notions. Et puis, soyons honnêtes, hein, entre nous, c'est quand même super attirant de se plonger dans des thèses alternatives sur l'histoire de l'humanité, et de suivre aussi des personnes qui se disent détentrices de connaissances allant un peu à contre-courant des idées établies. J'ai envie de dire, c'est anti-système, tu vois, c'est tellement anti-système, t'as envie d'y croire. Mais c'est vrai que pour les moutons du système, donc vous l'aurez compris, c'est nous, en fait, il s'agit de théorie du complot. Et du coup, on s'aperçoit Je vais pas adorer que... cette chronique. Comment? Je sens que je vais adorer ta chronique. Je t'ai dit, il y a un petit peu de sel. C'est parfait. Mais du coup, nous, vu qu'on est des moutons, on s'aperçoit pas que les archéologues, ils peuvent défendre bec et ongle leur statut, leur réputation, et peut-être aussi que certains font vraiment de la rétention d'informations pour protéger les institutions officielles. Bon alors, avant qu'on parte plus loin, on va un peu reprendre doucement avant de s'égarer totalement. Hein. Pendant mes études à la fac, je me rappelle qu'il y a quelques-uns de mes contacts sur les réseaux sociaux qui partageaient un documentaire qui s'appelle La Révélation, des pyramides. Ah bah oui. Oh non, putain. Vous connaissez un peu? Ouais. Non, pas du tout, non.
Bah alors souvent quand il partageait, il y avait un statut qui accompagnait du genre waouh, ce que je viens de voir, c'est fantastique, ça vient de bouleverser ma vision du monde. Il faut que le plus de personnes puissent avoir accès à ça. Ou encore pourquoi l'archéologie ne se penche pas sur ces sujets. Ce documentaire, lui, il fait enfin bouger les choses. Est-ce que vous avez vu de ce genre de choses sur les réseaux? Oui, bien sûr. Moi, je me souviens surtout de Squeezy qui en a parlé et qui avait fait une vidéo. C'est vrai, il ça disait a qu'il fait- était trop fan. C'est clair. Ouais, vrai, il avait fait brûler les oreilles de tous les vulgarisateurs scientifiques de l'internet français, C'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu dont des les trucs miennes. Mais du coup, je continue mes anecdotes, hein, parce que Vas-y. au final, j'ai tout un bon stock d'anecdotes sur ça. En soirée, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui viennent me voir, hein, que je connais de près ou de loin, et qui me disent « Ouais, tu fais de l'archéologie, c'est trop cool !» Dis, tu trouves pas qu'il y a des trucs un peu bizarres dans l'archéologie? Moi, je trouve que c'est un peu étrange hein, qu'il y ait des pyramides en Égypte et en Amérique du Sud. Et soyons francs, comment des hommes ont pu construire tout ça avec leurs petits outils, sans grue ni ingénieurs modernes? Et même nous, on pourrait pas le faire à notre époque. D'ailleurs, je te conseille de voir un super documentaire à ce sujet qui s'appelle La révélation des pyramides. Donc plus récemment, hein, anecdote un peu plus récente, donc j'avais une collègue qui était passionnée par les Incas et les civilisations précolombiennes, et ça tombe bien parce que moi j'ai écrit un mémoire dessus, donc du coup on peut oui. échanger pas mal de trucs, mais rapidement il y a une question qui arrive, et elle me dit mais tu penses pas qu'il y a des trucs qui restent inexpliqués? Et bah si, répondis-je, c'est ça qui est fascinant dans l'archéologie, c'est qu'il reste encore tellement de choses à découvrir. Et du coup elle me dit qu'il y a un documentaire qui lui a ouvert les yeux, et qu'elle adhère totalement aux idées qui y sont développées. Et ce documentaire, vous l'aurez deviné, c'est encore... C'est pas la malédiction La des pyramides? Oh, tu y étais Oh, presque. c'est incroyable. mince, La révélation, mince, je crois, mince. non? Ah. Et oui, c'est bien Et encore oui. la révélation des pyramides. Oh là là. Et donc du coup, de quoi parle ce documentaire? Donc est-ce que vous l'avez déjà vu vous? Non, j'ai vu des extraits et j'ai vu plein de debunks, Ouais, mais pareil. j'ai jamais vu en entier. Pareil. Ok, eh ben figurez-vous que je l'ai vu. Alors je l'ai pas revu pour faire cette chronique, hein, je l'avais vu il y a Il un faut petit pas moment exagérer, déjà, quoi. quand c'était un peu la hype, pour avoir une idée de ce que c'était, tu sais, me faire mon propre avis, quoi. Du coup, donc de quoi ça parle? Eh bien sur la forme déjà, on peut dire qu'il est pas mal. Hein. Il est assez dynamique, il capte facilement l'attention du spectateur par sa mise en scène, ses images, sa musique. Donc ça c'est un peu pour les bons points. Sur le fond par contre, on peut dire que c'est un catastrophique méli-mélo d'idées qui frôlent l'obscurantisme, hein, l'ésotérisme, beaucoup aussi de préjugés et de virulence à l'égard d'une archéologie officielle qui n'avait jusque-là rien demandé. Donc il y a des gens sur internet, comme tu disais Marc, qui détaillent très bien ce qui va pas dans le film, hein, qui font des debunks, qui arrivent à bien argumenter sur chaque point qui va pas. Donc je vais pas rentrer dans l'analyse hein, du documentaire, mais voilà un petit résumé quand même. Hein. Donc les créateurs du documentaire, ils se basent sur des éléments matériels et factuels de diverses civilisations, et ils vont appuyer sur le fait que ces éléments sont mystérieux et étranges. Donc ces éléments, ils sont volontairement sortis de leur contexte pour qu'ils nous paraissent encore plus bizarres, hein, souvent dans leur fabrication ou dans leur destination, leur fonctionnement. Donc ça peut être des constructions hein, qui sont faites de pierres gigantesques, comme les pyramides d'Égypte, ou alors le Machu Picchu. Ça peut être aussi des objets aux formes inhabituelles, et des parallèles aussi un peu douteux entre des sites archéologiques qui sont pourtant très éloignés géographiquement ou dans le temps. Et pareil aussi, des fois, ça va jouer sur une iconographie qui semble se retrouver chez plusieurs civilisations. Donc l'essentiel du sujet, il porte sur la pyramide de Khéops à Gizeh, où par des calculs aussi complexes qu'inutiles et de nombreuses approximations, les auteurs, en fait, ils veulent nous prouver qu'elle contient un message secret. Et ils sont les seuls à l'avoir découvert. Vous vous rendez compte quand même? C'est Ou pas alors le- peut-être que nous on le sait et qu'on le cache. Non. Peut-être. Mais c'est pas les Goa'uld qui avaient enfoui un message dans la Faut pas le dire, pyramide de chut, Khéops. malheureux, vite, attention, non! Alors, donc ce message, il serait destiné aux gens du futur, donc c'est-à-dire nous. Mais c'est pas tout, parce que la complexité de la pyramide et d'autres monuments qui lui répondent dans le monde, hein, qui répondent aux mêmes caractéristiques, prouvent toujours, selon les réalisateurs, qu'ils sont l'œuvre d'une autre civilisation que celle dont l'archéologie les attribue habituellement. Donc, sont-ce les extraterrestres? Sont-ce les Atlantes? Les Atlantes. Ou mieux, des Atlantes de l'espace. Alors pareil, vous pouvez voter hein, dans les commentaires, hein, si vous voulez que ce soit les extraterrestres, Réponse A, les les extraterrestres, Atlantes, réponse ou B, les autres. Atlantes. Soyez créatifs. Parce qu'en fait, le documentaire, il reste volontairement vague sur le sujet. En fait, on est dans une rhétorique complotiste primaire, c'est-à-dire on va poser des questions sans apporter de vraies réponses. Et surtout, on va dire qu'il y a des trucs inexplicables et que la vérité, elle est donc cachée ou ailleurs.
Le spectateur, il peut donc spéculer à sa guise et selon ses envies pour combler tous les trous et prendre la mesure de ses supposées découvertes et prouesses techniques et surtout aussi partager en masse ce documentaire. Donc personnellement, et je pense que je suis pas le seul à penser ça, mais ce documentaire il m'a beaucoup perturbé. Non pas parce que son message me touche, mais c'est plus pour ses méthodes qui sont dignes des plus mauvais diseurs de bonne aventure. On va pas se le cacher. Donc tout d'abord, ce qui est présenté comme factuel, c'est juste une mise hors contexte, comme je l'ai dit précédemment, d'éléments choisis par les réalisateurs pour servir leurs propos. Donc tout part d'un constat, il existe des choses trop étranges, trop complexes, trop compliquées à construire pour que ce soit l'œuvre de simple civilisation humaine de l'époque. Et du coup, on va tout faire pour trouver des éléments en ce sens. Alors qu'en archéologie, quand on va trouver des trucs sur un site, et des fois il y a des trucs qui peuvent paraître bizarres, on va essayer de les comprendre en fonction de ce que l'on connaît, de la civilisation, du contexte, etc. Mais ici, en fait, tout lien historique ou archéologique, il va être simplifié à l'extrême, il va être éludé, omis, ou alors présenté de telle manière à servir les propos du film, ce qui est déjà un petit peu plus dérangeant. Ce que le documentaire montre, c'est que les bâtiments sont impossibles à construire sans utiliser d'outils à la pointe de la technologie. Et par exemple, s'il y a un mur qui est construit avec des pierres de plusieurs tonnes bien agencées, c'est le signe d'une technologie supérieure perdue. Sauf que non, je pense que... Voilà, on peut trouver beaucoup d'exemples à travers le monde de grosses pierres qui pèsent parfois très très lourd, qui sont assemblées sans mortier, et le meilleur moyen de faire ça, c'est de placer ces grosses pierres les unes par rapport aux autres, en les découpant bien nettement pour les agencer un peu à la manière d'un puzzle. C'est un principe basique de la construction dans l'Antiquité. De plus, à moins que les civilisations anciennes soient particulièrement bordéliques, ce qui est possible, mais j'en doute un peu quand même, il est normal qu'elles aient cherché à obtenir des murs bien taillés et découpés pour des édifices prestigieux. Donc alors de là à dire que ces découpes ne peuvent pas se faire sans utiliser de laser, vous voyez un petit peu le niveau de dénigrement qu'ont les réalisateurs de ce documentaire pour ces civilisations. Autre partie un peu dérangeante. Donc la rhétorique de l'anachronisme, qui consiste à utiliser des parallèles avec les technologies contemporaines, elle est ici érigée en fait en argument, ce qui nie toute autre forme de contexte historique. En fait, on s'en fiche du coup. Ouais. Et on parle clairement plus des peuples antiques, mais on commente avec une grille de lecture qui est déjà établie au préalable. Donc ça va être les mêmes choses pour les pyramides d'Égypte, qui sont mêlées aux pyramides mésoaméricaines, alors que le terme même de pyramide, il va être fondé sur une analogie qui est plutôt récente. En fait, quand on les compare même visuellement, on voit que ça n'a rien à voir. Donc pourquoi les comparer ? Surtout, c'est sur deux continents différents, sur deux peuples différents. Et d'ailleurs, les conquistadors eux-mêmes, ils parlent pas de pyramides, ils vont parler de temples, ou encore d'églises ou de synagogues pour désigner ces bâtiments-là. Donc ça montre bien l'importance du contexte lorsqu'on va désigner quelque chose. Donc on va passer vite fait sur le fait que le documentaire il veuille nous montrer que la valeur de la vitesse de la lumière se retrouve exprimée en mètres dans la grande pyramide, et que du coup cette phrase même n'a aucun sens. Et on va continuer ce savoureux mélange terriblement indigeste à coups d'alignement avec des constellations et d'énigmes mathématiques en tout genre. Normal. Donc tout est mélangé, rien n'est remis en contexte, mais on s'en fiche parce qu'au final la révélation elle est là. Il s'agit d'un message que nous a laissé un peuple inconnu, plus sage et plus ancien. Donc quel est ce message, qui en est l'auteur ? Là encore, voilà, le documentaire il va nous laisser avec nos suppositions, sans nous avoir au passage bien tendu une énorme perche vers l'espace, les technologies supérieures et des êtres venus d'ailleurs. C'est quand même des êtres vachement sympas parce qu'ils ont pensé qu'on serait suffisamment intelligent pour trouver des trucs de merde sur leur pyramide en fait. Mais c'est ça qui est fou. Oui. Alors qu'en fait pas du tout du coup. Ça veut dire que si la théorie est vraie, c'est qu'on est vraiment des grosses merdes. Donc faut pas qu'on les trouve quoi. D'ailleurs au passage, j'y pense, il y a aucune civilisation qui n'a créé des monuments pour les civilisations d'après. En fait, quand une civilisation crée un monument, c'est pour elle avant tout. Oui. Ouais, c'est vrai. Et du coup, malheureusement, ce documentaire, et c'est semblable, parce que malheureusement, ce n'est pas le seul, c'est que la face émergée de l'iceberg. Donc il y a des communautés en ligne, aux chaînes YouTube, en passant par des émissions aussi qui passent à la télé. Donc toutes ces idées, elles ont tendance à se répandre comme une traînée de poudre, notamment depuis Internet. Et du coup, les documentaires, ils vont toujours être dans le sensationnalisme, et la communauté, elle va toujours devenir de plus en plus virulente, notamment à l'égard de l'archéologie. Et va surfer sur la vague de la défiance envers les officiels. Donc ça aussi, c'est le terreau bien fertile du conspirationnisme. En même temps, c'est quand tu rentres dans le cercle de la suspicion, tu peux ne pas en sortir en fait. Ah, c'est ça, tu te mets à douter de tout quoi. Si tu penses que le monde tel qu'on te l'offre, il est pas bon, c'est pas le vrai, à partir de ce moment-là, c'est fini quoi. Enfin, et puis c'est rassurant, ça te permet d'avoir ta vision du monde, d'avoir ta communauté. Et puis de se dire voilà, moi je connais la vérité, je suis important, etc. De se donner une importance que tu n'as pas parce qu'en fait t'es comme tout le monde quoi, t'es pas grand chose. C'est ça. Eh oui. Ouais. Face à l'immensité de la galaxie. C'est triste. Alors une petite question. Oui, vas-y. Est-ce que, d'après vous, oui. Est-ce qu'on nous cache vraiment
quelque chose, ou est-ce que ce courant, c'est juste une évolution normale au final dans notre société? Alors, Vaste question. moi, je pense que j'ai une réponse à ça. Je pense que de tout temps, mais vraiment de tout temps, je pense qu'il y a eu des complotistes. Mais il y en a eu toujours eu pour dire que ce que disait le gouvernement ou ce que disaient les scientifiques était pas bon ou pas juste. Par contre, le truc qu'a en plus notre société, c'est comme tu l'as dit, c'est Internet. Ça permet à tous les gens qui sont comme ça de se mettre en lien et d'aller corrompre d'autres personnes, en fait. Et je pense que c'est grave. En fait, c'est ça qui est grave, c'est que ces gens peuvent communiquer les uns avec les autres. C'est comme les platistes, en fait. Avant, non, ils étaient alors, tout seuls, attends. et maintenant, ils sont tous ensemble. Faut quand même prendre un peu de recul parce que c'est pas genre ces gens d'un côté et les gens sains de l'autre. Non, bien sûr, mais c'est... Le fait, c'est que Internet, en fait, ça favorise les échanges très rapides. C'est ça. Et du coup, si les échanges sont faciles et rapides et peuvent être voilà, sans réflexion derrière, ça favorise le fait de réagir, ça favorise le fait de parler avant de réfléchir. Ça favorise une réaction et pas une réflexion, exactement. C'est ça, puis t'as une information qui est immédiate, t'as envie de réagir tout de suite, c'est ça. de montrer tes positions ou ce que tu penses. Sans avoir réfléchi au préalable. Et c'est... Disons que là, ce qu'on parle, c'est vraiment les échanges sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, c'est des plateformes qui sont pensées pour que tu les utilises et pour que tu réagisses dessus le plus possible. Donc ils sont pas pensés pour que tu réfléchisses 3 heures avant de mettre un commentaire sur une vidéo YouTube. Enfin, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Mettez-le dans les commentaires. Ça va être la vanne de l'épisode, en fait, cette blague. Je crois, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Il faudrait offrir un lot dans les commentaires. Celui qui a le plus commenté, voilà. Bon, bref, on va revenir sur notre sujet. Donc on a vu que souvent c'est des gens qui vont se présenter comme découvreurs d'un certain message caché. Donc cette figure un peu de mentor qui va émerger. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'exemple du savant seul contre tous, comme Galilée, c'est plus valable dans notre société actuelle. Et donc si on nous présente une réponse miracle sur un sujet complexe, c'est déjà un petit peu douteux. C'est là où il faut commencer à réfléchir. Et le paradigme... Pourquoi il est plus valable, pardon ? Parce qu'en fait, Galilée, si tu veux, il est dans une époque où la science n'existe pas. Ouais. C'est l'Église qui prend c'est Dieu qui fait tout, de la chose morale et tout ce qui est transmission du savoir. Ah oui. Et du coup, si on se plie pas aux règles, c'est normal que ça plaise moins. Ok. Le truc, c'est que le paradigme, en fait, il a profondément évolué depuis, et la recherche, en fait, nous permet de progresser dans plein de domaines par, justement, la confrontation d'idées et d'hypothèses. Donc, en gros, c'est une remise en question constante. Donc, c'est valable dans la science, dans la médecine, les technologies, mais c'est aussi le cas pour les sciences humaines et aussi pour l'archéologie. Ok. Mais alors, si l'archéologie, ses médiateurs et ses vulgarisateurs ne parviennent pas à séduire un public réceptif à une vision un peu fantasmée de notre monde, peut-être qu'en fait c'est même plus du côté de l'archéologie qu'il faut se pencher. Et en effet, à y voir de plus près, le fait de sortir du contexte des artefacts ou des bâtiments pour servir un propos, le fait de mélanger époque, lieu, civilisation, au final en fait c'est pas tant les civilisations humaines qui intéressent ces personnes, mais plutôt la civilisation mystérieuse, celle qui est emplie de sagesse, celle qui viendrait des étoiles ou de l'Atlantide ou de je ne sais où, pour nous dire que l'écologie c'est bien et la guerre c'est mal, et qui sont d'ailleurs des messages qui sont extrêmement basiques, j'espère que c'est pas ça la révélation. Avec cette démarche, c'est vrai que, en fait, on n'a que faire des sciences humaines, ou de l'histoire, ou de l'archéologie. En fait, on a juste à chercher des choses qui sont cohérentes avec nos croyances. Mais au final, c'est un peu l'idéal de l'humanité, genre que l'humanité a toujours été seule, et du coup, on s'invente des voisins pour éviter de devenir dingo, quoi. Mais c'est ça, et surtout quand tu vois qu'il y a plein de problèmes dans le monde, genre les guerres, plein de trucs, t'as envie de... C'est une idée utopiste, en fait. Ouais, ça, t'as envie de croire à une civilisation qui va venir te sauver, en fait. Mais c'est presque comme c'est les gens qui attendent des extraterrestres pour venir les sauver, c'est comme des gens qui attendent un messie qui viendrait les sauver, ou un dieu qui viendrait les sauver. Exactement. Quelque part, voilà, c'est une croyance. C'est une croyance. Ça devient une croyance. Et c'est au final le même problème qu'il y a. C'est-à-dire que, en fait, ces gens-là, au lieu de prendre des faits et de créer des hypothèses avec les faits, ils ont leur hypothèse et ils vont prendre les faits et les placer de telle sorte à ce que ça corresponde avec leur hypothèse. C'est clair. Mais du coup, ça n'est plus de la science, c'est effectivement de la croyance. Et c'est bien là le problème. Tout à fait. En fait, c'est même plus de la science, c'est de la théologie. C'est ça. Alors, ce que je vous propose maintenant, parce que là, on est vraiment dans le sujet que je voulais aborder ensuite, c'est de Ah. parler un peu de l'origine de tout ça. Et du coup, de pouvoir remettre en contexte ces théories et prendre un petit peu de recul. Ok. Parce que c'est quelque chose qui se fait pas trop dans ce genre de documentaire, de remettre en contexte les choses. Donc on va reprendre depuis le départ. Donc on constate qu'il y a un syncrétisme de diverses choses dans le conspirationnisme en archéologie. C'est-à-dire un lien entre des éléments qui n'ont rien à voir entre eux, mais si on applique une théorie qui les englobe tous, ça a un sens. Par exemple, sur un exemple assez récent que j'avais lu dans un article, le fait de prendre par exemple 3 dieux, un dieu mésopotamien ou même plus, un dieu celte, un dieu aztèque, et que on remarque que chacun de ces dieux, il tient un panier à la main.
selon la pseudo-archéologie, ça devient une preuve que des êtres supérieurs, donc les dieux, ont apporté l'agriculture, représentée par le panier. Okay. Parce que les humains, tout seuls, ils ont pas pu découvrir l'agriculture. Et puis c'est vrai que quand on ouvre un livre d'histoire, ça est apparu comme par magie, l'agriculture. Donc ça, c'est le genre d'arguments qui peuvent donner avec beaucoup de raccourcis, hein, forcément. Légitimement, quand on est face à ce genre de choses, on peut se poser des questions. Genre tu te dis, mais l'agriculture, c'est vraiment une technologie venue d'ailleurs? Est-ce qu'on n'avait pas de panier avant l'agriculture? Est-ce qu'on peut pas avoir 3 fois le même objet à 3 époques et lieux différents? Et est-ce que l'agriculture est vraiment apparue comme par magie au final? C'est des raccourcis complètement what the fuck. C'est exactement ça. Oui. Mais ça n'a aucun sens en vrai. Ce ne sont pas des primaires qui font les analyses. Bah, disons que c'est cohérent, genre, En fait, si tu réfléchis pas et que tu regardes juste le truc, tu vois 3 dieux avec 3 paniers qui apportent l'agriculture et tu dis, ok, c'est clairement un alien qui a amené l'agriculture à tout le monde. Enfin, faut de sacrées œillères. Une fois que tu y réfléchis, tu dis, bah non, c'est juste que l'agriculture c'est important pour tout le monde, donc tout le monde a un dieu de l'agriculture. C'est normal, c'est logique. C'est ça. Et quelles que soient les époques et quelles que soient les régions, enfin c'est. Mais si on se pose encore un peu plus sur cet exemple, en fait, on a plusieurs idées. On a deux idées de base, c'est que les dieux sont issus de personnages réels devenus sacrés. Donc ça a un nom, c'est un courant qui s'appelle l'évémérisme. Ah. Donc c'est un truc qui existe depuis le Moyen-Âge en fait, et ça servait notamment à dénigrer un peu les religions païennes en disant ce dieu, en fait il a existé dans l'histoire, donc c'est pas un vrai dieu. Ah oui, d'accord. Okay. Et c'est une idée qui va être reprise aussi. Donc en fait c'est quelque chose de positif presque du coup pour l'époque en fait de faire ça entre guillemets non mais dans le sens pour que sublimer la puissance de Dieu, tu dis que les autres dieux sont des humains. Donc du coup tu crées un mot pour désigner ça quoi. D'accord. Et la deuxième chose qu'on a avec cet exemple aussi, c'est une cosmogonie qui va être commune à toutes les civilisations. Et ça en fait ça vient d'une grille de lecture jungienne, donc Carl Jung, et ça c'est quelque chose qui va être repris aussi dans les mouvements New Age. Donc en gros pour faire simple, c'est s'appuyer sur une vision englobante et archétypale des croyances. Donc à l'époque de Carl Jung, qui est un psychiatre contemporain de Freud, ça faisait sens. Mais c'est plus forcément le cas avec le recul qu'on a aujourd'hui et avec les éléments anthropologiques qu'on peut amener à ce genre de réflexion. Donc cela va aboutir par la suite à un mouvement qui va être appelé le néo-évémérisme, où les extraterrestres seraient venus dans l'histoire de l'humanité pour intervenir sur les civilisations ou sur la création aussi de l'être humain. Donc chaque acteur de ce mouvement, il va se réclamer l'authentique découvreur de révélations extraordinaires. Mais en fait, il va s'appuyer en réalité, sans la citer, sur une tradition qui est beaucoup plus ancienne et qui remonte au courant ésotérique, notamment du 19e siècle. Au 19e siècle, il y a une figure qui est très très importante dans ce milieu, qui est Helena Blavatsky. Ah oui. C'est une occultiste russe qui est fondatrice de la théosophie, donc qui est une religion New Age, et elle évoque dans ses écrits les Atlantes. Donc rappelons au passage que l'Atlantide, c'est une fable avec une morale qui est écrite par Platon pour mettre en garde sa cité Athènes contre des risques de décadence. Il n'y a aucune autre source et aucune autre raison de penser que l'Atlantide ait bien existé. Donc dire que l'Atlantide est réelle, c'est déjà se baser sur une interprétation. Donc Blavatsky, elle va aussi parler de continents perdus, de géants bâtisseurs de monuments antiques, et des Ariens comme descendants des Atlantes. Et oui, on parle bien des Ariens, ce sont les mêmes que dans l'idéologie nazie, puisque Blavatsky va faire partie des figures qui ont inspiré les théories raciales du Troisième Reich. Et du coup, on a atteint le point Godwin, là, c'est ça? Oui. Yes. Bravo. Donc cette idée de peuple supérieur et de peuple inférieur que l'on retrouve dans les thèses actuelles encore, on voit que c'est très noté colonialiste, avec une lourde tendance raciste, qui est sous-jacente et qui nous renvoie aux heures les plus sombres de notre histoire. Les anciens peuples, dans ce genre de théorie, c'est des peuples locaux qui sont dénigrés, stéréotypés, leur ingéniosité et leur passé est nié au profit d'une soi-disant civilisation supérieure. Ce qui alimente à mon sens la dangerosité de cette approche. Du coup, on n'est plus dans l'archéologie, on est dans l'idéologie. Et ça, c'est classe comme phrase. Ouais. Mais du coup, Blavatsky, elle est quand même un cran au-dessus de tout ce qui est ovni et tout ça, parce que tout à fait. La théorie des Ariens, c'est que les Ariens, c'est des humains. C'est une race au-dessus, mais c'est quand même des êtres humains. Donc c'est ça. N'importe qui, comme Hitler, peut se revendiquer arien s'il est humain. Donc c'est ça qui est dangereux. Parce qu'encore, les ovnis et les extraterrestres, on les connaît pas, ils existent pas, ils sont très très loin de nous. Mais quand ça se rapproche de l'humain, du coup, on peut trop s'identifier à ça et c'est là où ça devient dangereux. Quoi. C'est ça. Mais ce qui est fou, c'est de voir que les bases, en fait, c'est les mêmes. Ouais. Oui. C'est chaud.
Donc du coup, au 19e siècle, l'ésotérisme, la médiumnité, l'occultisme cherchent à contacter les esprits, y compris les esprits des morts, les esprits des anciens, mais aussi les esprits des autres planètes, afin de s'élever spirituellement. Donc on se réunit autour d'une table avec des techniques particulières, des moyens bien physiques et concrets de retranscrire les messages des esprits qui sont plus évolués que les hommes. Donc ces messagers extérieurs, ils désirent apporter des connaissances aux humains, des messages de sagesse et de salut. Ça devrait commencer à vous rappeler quelque chose. Donc les séances de spiritisme deviennent des sortes de cercles privilégiés pour acquérir des connaissances universelles accessibles à tous. C'est pourquoi ils présentent un grand intérêt, notamment pour les classes ouvrières à l'époque, et les mouvements populaires et à contre-courant de la société. Donc à l'époque, c'est plus le socialisme. Dans ces cercles, les participants ils peuvent acquérir du coup des connaissances qui sont supérieures à celles qui sont jusque-là réservées aux élites et aux bourgeois qui, eux, ont accès au monde universitaire. Donc Blavatsky et la théosophie, elle va apporter l'idée, elle va se baser là-dessus, elle va aussi apporter l'idée d'une sagesse perdue qui peut être reconstituée et d'une sorte de pré-religion à l'origine de toutes les religions actuelles. Et les théosophes, ils vont constituer de grands travaux d'études comparatives sur les textes et les religions. Ils vont affirmer qu'il y a des maîtres spirituels qui vivent cachés, notamment en Égypte, la terre des sagesses oubliées. Et du coup, n'importe qui peut avoir accès à ces messages de sagesse. Ah, c'est bien pratique. C'est très pratique, en effet. Mais revenons à notre néo-évémérisme et nos extraterrestres, qui connaît un renouveau important depuis les années 1960, notamment avec ce cher Erich von Däniken, l'homme à l'origine des écrits qui sont mis en scène dans la série pseudo-scientifique que vous connaissez tous, qui est Ancient Alien, ou Alien Theory, je crois qu'elle a plusieurs noms. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu confirmes. C'est Ancient Alien Theory, ouais. Ok, j'étais pas sûr, et je t'avoue que j'ai pas revérifié. Dans tous les cas, c'est la même merde, de toute façon. Ouais. Mais du coup, ouais, ça se base sur les écrits de ce mec. Et donc pour lui, les vestiges archéologiques, ils vont servir de vecteurs des êtres supérieurs pour délivrer des messages de sagesse à l'humanité. Donc il va ajouter des idées héritées au 19e, les problématiques du 20e siècle, c'est-à-dire les voyages spatiaux, la menace nucléaire, la fascination aussi pour le bouddhisme, l'hindouisme, l'intérêt pour le paranormal, l'écologie, dans un système très syncrétique qui est aussi, au final, aussi lourd qu'absurde. Donc la base des pseudosciences, elle est bien là, on part d'une vision qui est la conclusion de ce que l'on veut prouver, et on tente de la justifier par des faits et des preuves qui vont dans ce sens. Donc en sciences cognitives, il s'agit de biais de confirmation. Du coup, ça donne une grille de lecture, un schéma un peu inversé, miroir à la réalité, sans remise en question ni autre forme de contexte, une sorte de fiction qui est au final un peu malaisante. Donc ces idées, elles circulent depuis plus de 150 ans maintenant. Elles ont évolué, se sont adaptées de nos jours, et même il y a de fantastiques œuvres de fiction qui s'en sont inspirées. Par exemple, ma série de jeux vidéo préférée, c'est Mass Effect. Mass Effect, ça parle de quoi? Ça parle d'extraterrestres qui ont observé l'humanité depuis des années, ça parle de ruines extraterrestres. Mais j'adore, mais ça reste de la fiction. Ce schéma de pensée, il a vraiment rien au final de révolutionnaire, il fait partie intégrante de notre culture, et il joue sur notre attrait pour l'étrange, l'insolite, avec des images bien préconçues que l'on a. Mais certains, en fait, ils ont du mal un peu à se remettre en question, et il y en a d'autres aussi qui vont profiter surtout de cette idéologie pour imposer des visions complotistes et se faire de l'argent sur la crédulité des gens, ou juste profiter du pouvoir et de la renommée que ça peut leur apporter. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que lorsque je parle d'idéologie nauséabonde, c'est qu'elle a des répercussions graves aujourd'hui, même physiquement, j'ai envie de dire. En plus de la perte de confiance dans l'archéologie officielle et de s'enfermer dans des schémas préétablis, il y a certains qui sont carrément dans l'illégalité et le pillage culturel. Je crois que c'est en 2016 par exemple, il y a un Français qui affirme avoir découvert des momies extraterrestres au Pérou. Ah oui, d'accord. Et il s'agit en réalité d'assemblage d'artefacts archéologiques et de mutilations contemporaines de véritables momies humaines précolombiennes, ce qui est en soi extrêmement grave, et j'espère que ce mec sera un jour rattrapé par la justice, parce qu'il le mérite. Ouais. C'est clair. Donc il a même lancé un crowdfunding qui a rassemblé des dizaines de milliers d'euros pour prouver que ces momies sont bien d'origine alien. Les analyses qu'il a fait faire sont présentées tronquées, et il fait aucun doute qu'il s'agit de l'œuvre de pillage archéologique exposé avec une sorte de fierté qui est en somme très malsaine. Est-ce qu'il y a du blanc-noir sur certaines parties des phrases de l'analyse? Est-ce qu'il y a des taches de café et ce genre de conneries à la X-Files? Non, il n'y a pas de... Non, c'est juste qu'il va montrer des résultats d'analyse qui vont dans son sens, ou alors des scanners qui sont d'assez mauvaise qualité, ou ce genre de choses. Ouais, non, mais c'est hallucinant comme histoire quand même. Ouais, j'avoue que c'est... Ouais, c'est vraiment hallucinant, et c'est même choquant.
Pour finir, enfin vous vous en doutez, si vous voulez vraiment savoir ce qu'est l'archéologie, vous venez nous parler, vous lisez sinon des articles ou des livres sur le sujet. Vous pouvez même commencer par Wikipédia, qui est pas mal. Puis les sources évoquées, vous confrontez certaines sources si certaines affirment remettre totalement quelque chose en cause, et vous continuez jusqu'à vous faire une idée globale et ne pas adhérer à telle ou telle vision. Quelque chose d'étrange de prime abord, ça peut avoir une explication tout à fait normale ou rationnelle avec une remise en contexte appropriée. Et pour aller plus loin, donc pour finir cette chronique, si le sujet vous intéresse aussi, je vous conseille de jeter un œil à tout un tas de chaînes YouTube qui vont parler d'archéologie, d'histoire, ou qui vont parler aussi de ce qui va pas dans l'archéologie alternative. Donc quelques exemples, l'Histoire nous le dira, donc c'est une chaîne qui va parler de culture générale en histoire. C'est une autre histoire qui est une chaîne qui va parler des préjugés, notamment dans l'histoire de l'art, très bonne qui va chaîne. aussi beaucoup parler d'histoire de l'art. Confession d'histoire, qui est sous la forme d'une web-série, va donner la parole à des personnages historiques, c'est assez drôle. Les revues du monde aussi, qui va parler de faits insolites en histoire et en archéologie. Passé sauvage, qui va aussi parler d'archéologie et d'anthropologie. Un exemple un peu particulier qui est Arcana, les mystères du monde. En fait, c'est une personne qui est passionnée d'histoire, d'archéologie, et qui est en fait adhéré totalement aux thèses de la pseudo-archéologie. Et le truc, c'est qu'il s'en est rendu compte, et du coup, maintenant, il fait la démarche inverse, c'est-à-dire qu'avec le recul qu'il a, il va reprendre ses anciennes vidéos, il va parler de son parcours, etc. Donc ça peut être génial, ça. assez intéressant. Ouais. D'accord. Comment t'as dit, Arcana? Arcana, les mystères du monde. Et c'est quelqu'un aussi avec un C. Okay. C'est quelqu'un en fait qui est passionné à la base aussi d'ésotérisme. Du coup, il a pas mal de connaissances dans ce milieu, mais du coup maintenant il recontextualise beaucoup mieux que ce qu'il faisait à ses débuts. Ah, c'est trop bien. On peut aussi citer Temps Mort, qui est un archéologue qui remet un peu à leur place point par point les arguments des documentaires évoqués plus haut dans cette chronique, mais qui va aussi parler d'archéologie. Il y a aussi la chaîne Passé Recomposé qui fait à peu près la même démarche, et après des chaînes un peu plus générales sur l'esprit critique qui vont aborder le sujet de manière un peu plus ponctuelle, notamment Hygiène mentale ou La Tronche en biais. Ah oui, La Tronche en biais. Il y a Horizon Bulle aussi qui est très bon pour ça, pour tout ce qui est lié de connexion. C'est vrai, mais là je voulais vraiment garder ce lien avec l'archéologie vu que c'était mon sujet, mais ouais, tout à fait, il y a beaucoup de chaînes qui sont très intéressantes. J'en profite pour faire de la pub aussi pour un ancien collègue. Il y a la chaîne de Thomas Laurent aussi qui est très très bonne pour parler d'archéologie et des mystères, je mets des guillemets, de sites archéologiques. Donc c'est vraiment pas mal du tout aussi. Allez y jeter un coup d'œil si vous avez l'occasion. C'est Thomas comme Thomas et Laurent comme Laurent. Voilà, c'est tout bête. J'aimerais bien quand même finir cette chronique avec un point de vue, un peu un contre-point de vue. Dis-moi. Parce que du coup, les théories du complot et les théories d'aliens, etc., ça a quand même un certain avantage, qui est que, comme la SF ou pour la science ou pour la physique théorique, ça ouvre un petit peu l'esprit à d'autres possibilités. Et bien sûr, l'idée, c'est pas de prendre ça pour argent comptant et d'en faire un dogme, etc., mais au moins, ça a le mérite de laisser les personnes imaginer des choses. Ça se trouve, c'est faux. Ça se trouve, c'est vrai. Mais au moins, on garde l'esprit ouvert sur des possibilités. Ça, je trouve ça intéressant. Mais tout à fait, t'as raison. Et d'ailleurs, on le voit avec les œuvres qui s'inspirent de ça, les œuvres de fiction. C'est souvent des œuvres de qualité. Genre, Stargate, c'est génial, par exemple. C'est des trucs trop bien. C'est ça le pire, c'est que c'est souvent... X-Files aussi, c'est génial. Souvent vachement cool. Mais en fait, le truc, c'est que moi, en tant qu'archéo, j'adorerais vraiment que après mes études, j'ai signé un papier et qu'on me dise, en fait, gars, on doit tout aux extraterrestres, mais tu dois pas le dire. J'adorerais vraiment être en communication avec des hommes en noir qui me disent de pas parler de mes recherches et de pouvoir avoir des cadavres d'extraterrestres. C'est clair. Ça aurait été trop cool, mais c'est pas la réalité. Non, ça, c'est pas la réalité, bien sûr. C'est bien de le retrouver en fiction parce que c'est putain de cool quand même en vrai comme idée. Et je comprends que les gens kiffent et ont envie que ce soit ça, mais la réalité est beaucoup plus terre à terre, quoi, malheureusement. Mais bien sûr, la réalité est terre à terre, mais c'est bien, tu vois, de garder un imaginaire autour de ça. Oui, mais totalement. De toute façon, si on considère que c'est une religion, toute religion apporte son lot d'imaginaire. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Supernatural, c'est une série qui se base sur la religion chrétienne. Exactement. Il y a plein Constantine ou tous ces trucs, toutes ces genres de séries. Dernièrement, il y avait Grimm aussi, qui était une série très très bonne, qui se base sur tous les personnages de contes, d'imaginaire, différents lieux. C'est un boulevard à imaginaire, en fait, ce genre de choses. Si on reprend aussi l'occultisme, le spiritisme, tout ça, qui était un peu entre grosses guillemets les théories du complot du 19e, pareil, ça a marqué un imaginaire de tout le monde. C'est clair. Plusieurs générations jusqu'à nos jours, et c'est des choses qui nous fascinent encore. Ouais.
C'est clair. Et du coup, ça fait une transition qui est intéressante avec mon sujet. On va pouvoir y venir. Bon, bah écoutez, maintenant qu'on a parlé de complot, je vous propose d'enchaîner d'enchaîner avec le sujet de Romain. Je te laisse la place, Romain. Vas-y, à toi de jouer. Ouais, bah du coup, moi, ça me fait une petite transition intéressante parce qu'on parlait d'imaginaire et l'homme a toujours aimé se raconter des histoires. Et du coup, moi, je vais vous parler d'une histoire qui me tient énormément à cœur. Je pense que c'est l'œuvre que je préfère par-dessus tout. C'est mon coup de cœur à vie. Et ça s'appelle The Dark Crystal. Alors, moi je vous parlais de ça, et je vais vous parler aussi de marionnettisme un petit peu, parce que Dark Crystal, c'est une œuvre faite exclusivement en marionnette. Dark Crystal, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un film sorti en 82, qui a été réalisé par Jim Henson et Frank Oz, et qui a été imaginé par le concept artiste Brian Froud. Donc Jim Henson, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Ça vous dit quelque chose Pas ou du pas? tout. Pas du tout. Pas du tout, ok. Alors en gros, Jim Henson, je vais faire une petite présentation de ce gars-là parce que c'est quand même un sacré monument. C'est en gros le pionnier qui a apporté l'art du marionnettisme sur les écrans vers la fin des années 70 et début années 80. Par exemple, c'est lui qui a créé le Muppet Show. Ah oui, d'accord. C'est lui qui a créé Sesame Street, 1 rue Sésame en français, Fraggle Rock, ce genre de métrage pour enfants. C'est lui qui a apporté ça au cinéma. Il a créé aussi des compagnies, puisque dans les années 80, ça a vachement bien marché, Muppet Show, il y a eu des déclinaisons en pagaille. Il a créé la Jim Henson Company, qui est à maison mère, et qui a créé donc beaucoup de filiales au fil des ans, dont la Jim Henson Creature Shop, qui est en gros un atelier de création de marionnettes robotisées et d'effets spéciaux physiques. Pas d'effets spéciaux numériques. Ouais. Numériques, merci. Et globalement, en gros, la Jim Henson Company, elle est responsable de beaucoup d'œuvres TV et cinématographiques faisant appel aux marionnettes et aux animatroniques. Par exemple, Dr. Dolittle, un vieux film où les animaux, en fait, c'était des animatroniques. La série Farscape, je sais pas si vous connaissez. Je vois, mais j'ai jamais vu. De nom, j'ai jamais regardé, ou alors 1 ou 2 épisodes, je crois, mais sans plus. C'est une série de SF et en gros il y a des personnages. C'est avec des aliens, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a c'est le dernier homme qui est paumé avec des aliens et il y a beaucoup de travail là-dessus de marionnettisme et de FX. Le film Max et les Maxi Monstres. Ah, Max et les Maxi Monstres, j'avais le bouquin quand j'étais gamin. Ouais. Ouais, pareil. Et j'ai pas vu le film. Apparemment, il est cool et il y a de la bonne musique. Bah, le film est sympa et les marionnettes sont assez impressionnantes et à taille humaine, donc c'est assez ouf. Enfin bref, voilà, donc Jim Henson en gros c'est assez un gros monument. Et d'ailleurs je vais commencer par un petit point définition pour mettre un peu les choses au clair parce que j'ai beaucoup prononcé le mot marionnette et le mot animatronique. Qu'est-ce que c'est les deux? C'est pas pareil. Marionnette, en gros il y a plein de types de marionnettes différents. Mais grosso modo on peut résumer ça comme ça. C'est des figurines articulées qui sont actionnées par des fils, des tringles ou à la main et qui sont animées par un ou plusieurs marionnettistes souvent cachés dans un double sol ou pas à la vue du spectateur. Et les animatroniques, donc c'est des marionnettes, sauf qu'elles sont complètement robotisées, donc elles sont actionnées par des moteurs, et elles sont animées à distance, soit par des câbles, soit par une télécommande. Donc ça c'est vraiment, voilà, comme ça on pose les bases, et maintenant on y va. Et donc en gros, la Jim Henson Company, ils ont aussi fait des trucs un peu inattendus. Par exemple, je sais pas si vous connaissez la lessive Cajoline, avec le petit ourson. Ah bah, attends. Et, pas du tout. Non, pas du tout. En gros, c'est une vieille marque de lessive, elle est toujours d'actualité. Et, avec un ours. Ouais, avec un petit ourson. Et les années 80, ils avaient fait une pub, et le petit ourson était animé. Et du coup, voilà, c'était une marionnette animatronique. Ils ont fait aussi le masque de Deadmau5, le DJ. Mais il est animé? Il est animé, ouais. Et il bouge et tout, et il y a des petits effets dessus. Ils ont fait la scénographie de Lady Gaga, la mascotte de jus de fruits Joker. Ah oui, d'accord. Et je sais pas si vous connaissez Quentin Dupieux, le réalisateur. Oui. Et ben c'est eux qui ont fait aussi la figurine, la marionnette Flatteric dans les. Trop bien. Dans les premiers clips de Quentin Dupieux. Voilà. Donc ils font beaucoup de choses quoi. Et alors une petite anecdote un peu marrante sur la mort de ce grand homme-là. En gros, 9 mois avant sa mort, Jim Henson était en train de négocier un rachat de la Jim Henson Company par Disney à 150 millions de dollars. Donc c'est quand même un gros rachat. C'est clair. Malheureusement, il meurt 9 mois plus tard et sa mort en 90, elle interrompt toutes les négociations avec Disney. Et la chaîne PBS a diffusé une cérémonie funèbre à l'intention de Jim Henson, vue par des millions de spectateurs, en l'honneur de Jim Henson et de son énorme travail. Et voilà, je trouve ça extraordinaire, quoi. Enfin, il y avait du succès à l'époque, alors c'était vraiment un mec très très connu. C'est un mec très très connu dans le sens où les Muppets étaient énormément connus. C'est ça, ouais, c'est clair. Et du coup, lui, c'était le créateur de tout ça, et puis tout était brandé Jim Henson, donc tu pouvais pas passer à côté de Jim Henson. Ouais. Donc ça, c'était assez incroyable. Et du coup, sa mort pendant le rachat par Disney, elle a aussi incité sa famille à ne pas arrêter de négocier avec Disney pour reprendre l'affaire de manière familiale. Et donc aujourd'hui, t'as les 5 enfants qui gèrent la Jim Henson Company,
Et il y a la femme, je sais plus ce qu'elle gère, mais elle gère un autre truc, peut-être la Creature Shop ou je sais plus. Mais c'est devenu une affaire de famille en fait. Jim Henson, il a collaboré avec un homme qui s'appelle Brian Froud que j'ai introduit au tout début sur le plateau de Dark Crystal, donc film dont je vais parler après, et le plateau de Labyrinthe, qui est un film qu'ils ont fait juste après. Je sais pas si c'est un film Labyrinthe, c'est un film avec David Bowie. Ouais, avec David Bowie, il a fait Qui joue le roi des gobelins. Ouais, voilà. Le roi des gobelins. Ah, il est trop bien ce film. J'adore ce film. Et donc dans ces deux films en fait, c'est Brian Froud qui a tout créé, l'univers, les créatures, le folklore, etc. Brian Froud du coup est toujours vivant d'ailleurs. Et donc c'est lui qui a emprunté en fait au folklore un peu féerique et fantastique pour créer en gros une mythologie unique. Alors dans Labyrinthe, on sent un peu plus le côté féerique. Dans Dark Crystal, vraiment, c'est complètement différent. On sent qu'il y a une patte, mais Dark Crystal, c'est vraiment quelque chose de très 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 unique en termes de genre. C'est pour ça que je vais détailler ça plus tard. Et il y a une anecdote. Alors là, ouvrez les oreilles, parce que ça c'est incroyable, je trouve. Donc Brian Froud, en gros, il a rencontré sa femme Wendy, qui était puppet maker et sculptrice sur le tournage de Dark Crystal en 78. Ouais. Donc ils se sont mariés, etc. En parallèle du tournage de Dark Crystal, Brian, il dessinait les concept art du film Labyrinthe, donc à côté. Et en gros, dans ce film-là, en gros, il avait dessiné un bébé qui devait être le personnage central du film. Et 6 mois plus tard, en fait, avec Wendy, ils ont eu un enfant qu'ils ont appelé Toby. Et cet enfant, il ressemblait, genre, exactement au bébé que Brian avait dessiné avant qu'il naisse. Oh la vache. Et donc, ça, c'est un truc de malade. Et du coup, ils ont choisi d'utiliser en fait leur enfant Toby comme acteur principal du film Labyrinthe. C'est trop bien. C'est énorme. Mais il s'appelle Toby en plus, il me semble. Il s'appelle Toby, ouais. Toby Froud. Dans Labyrinthe. Et en grandissant, en fait, Toby, aujourd'hui, il doit avoir notre âge, à peu près une petite trentaine, comme ça. Et en grandissant, en fait, il est devenu puppet maker et sculpteur exactement comme sa mère. Et les trois, ils ont dirigé ensemble la série Netflix The Dark Crystal Age of Resistance, qui est sortie en 2019, l'année dernière, il y a à peu près un an d'ailleurs. C'est la suite du coup, c'est ça? Alors c'est pas la suite, c'est un préquel. Ah, c'est un préquel, d'accord. C'est un préquel qui a été fait, du coup, 37 ans plus tard, et qui a été réalisé par Louis Letellier, c'est un Français. C'est celui qui a fait l'incroyable Hulk. Ah ouais? Ouais. Ok, je savais pas. Et c'est lui qui a fait aussi les films avec les magiciens, là, si je dis pas de conneries. Ah, Intouchable, non, c'est pas ça? Non, non, ça c'est avec Omar Sy. Non, c'est un truc un peu pareil. Insaisissable, je crois. Ouais, Insaisissable, voilà. Ah, c'est ça. okay. Louis Letellier, c'est ça? Ouais. Et du coup, c'est lui qui a fait la série Netflix qui est excellente. Et du coup, la famille Froud s'est occupée de la direction artistique. Donc il y a vraiment une continuité en fait entre les gens qui ont créé The Dark Crystal originel et le Dark Crystal de 2019. Et c'est un peu une continuité, un peu du coup du sort, mais ça se ressent dans l'œuvre. C'est vraiment exceptionnel. Ah merde, non, j'ai confondu Louis Leterrier avec Louis Letellier. Autant pour moi, désolé. Ah bah perdu. C'est pas loin. Mais il est français aussi, Louis Leterrier. Mais c'est ok. À une lettre près, on n'était pas très loin. C'est clair. Ah, on n'était pas loin. Mais c'est fou parce que c'est vraiment familial comme projet, j'ai l'impression. Et c'est vraiment, c'est une affaire de famille, sans déconner. Et petite anecdote en plus sur Wendy Froud, donc la femme de Brian Froud. En fait, avant Dark Crystal, je crois, dans 77, un truc comme ça, c'est elle qui a créé la figurine de Yoda dans Star Wars 4, 5 et 6. Ah. Donc il y a toujours une espèce de lien là. Tout est lié toujours, quoi. Alors du coup, est-ce que Yoda c'est une marionnette ou un animatronique? C'est une marionnette, je crois, non, c'est ça? C'est une marionnette? Parce qu'il y a Frank Oz qui est en dessous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Et voilà, et du coup Frank Oz qui réalise Dark Crystal, enfin tout est lié. Tout est lié, c'est incroyable. C'est une théorie du complot. C'est un petit monde en fait, ce monde-là. Ça, ou alors ils ont le monopole des marionnettes. C'est une civilisation de marionnettes qui nous contrôle en fait. Clair. Et du coup voilà, moi je vais vous parler vraiment de Dark Crystal du film et ensuite de Dark Crystal de la série. Dark Crystal, le film, c'est un film qui est sorti et était censé être pour enfants. C'est-à-dire que le scénario il est assez simple, etc. Et pourtant ceux qui l'ont vu en fait en grandissant, le retour qu'ils en ont fait, c'est plutôt d'un film un peu bizarre, un peu creepy, assez traumatisant même. Moi-même, il m'a traumatisé, parce que les méchants du film sont vraiment très très réalistes. Le côté puppet, c'est vraiment ultra réaliste, malgré ce qu'on pourrait croire. Et du coup, ça donne une atmosphère assez étrange au film. Ce que je peux commencer à faire, si vous voulez, pour vous en dire un peu plus sur le film, c'est de vous lire le synopsis. Et après, je vous expliquerai pas mal de choses sur les behind the scenes, etc. Je sais plus comment on dit en français behind the scene. Les derrière la scène. Les derrière la scène, on va dire ça. Les dessous de scène, peut-être plutôt, je pense. Non, mais derrière la scène, je trouve ça très drôle. On va dire ça.
Alors, le synopsis de Dark Crystal, sorti en 82, donc dans un monde fantastique appelé Tra, un gigantesque cristal, gardé par les profondeurs d'un château, accumule la lumière des 3 soleils qui éclairent la planète, pour la restituer sous forme d'énergie vitale aux êtres qui y vivent. Le cristal, qui était blanc à l'origine, s'est assombri depuis 1000 ans. Tra vivait en parfaite harmonie, jusqu'au jour où le cristal se brisa. Les Urskek, pardon, ça va être compliqué. Les Urskek, êtres semi-divins qui avaient élu domicile sur Tra, se scindent alors lors d'un alignement cyclique des 3 soleils appelé Grande Conjonction. Ils se divisent en 2 races distinctes, celle des mystiques, au nombre de 10, des êtres élus chevelus bons, paisibles, au museau un peu allongé, et celle des Skeksis, au nombre de 10, sortis de carapaces reptiliens un peu hargneux et cruels. Cupides et orgueilleux, les Skeksis s'emparent du château du cristal pour jouir de son pouvoir amoindri, et les mystiques ont été contraints de se réfugier dans un vallon secret loin du château. Survient alors une prophétie, émise par la gardienne des secrets, Ogra, qui en réalité, je spoil un peu, mais qui est la réincarnation de Tra, sous forme de personnage, selon laquelle le pouvoir des Skeksis sera renversé, et l'éclat du cristal restauré par un représentant de la race des Gelfling. C'est un peu des elfes, grosso merdo. D'accord. Les Skeksis, voulant conserver leur pouvoir, lèvent une armée de monstres et massacrent les Gelfling. Et le film commence donc bien plus tard de tout ça, avec un Gelfling qui a réchappé avec ce massacre, qui s'appelle Jen. Et Jen, c'est un jeune garçon donc qui a été sauvé par les mystiques et élevé dans leur vallée par le maître. Et celui-ci, qui est mourant, lui révèle sa mission cruciale, comme une espèce de prophétie, voilà. Donc retrouver l'éclat de cristal et guérir le cristal avant la prochaine grande conjonction. Du coup, il commence sa quête et la découverte du monde qu'il n'a encore jamais parcouru. Donc c'est un peu, tu vois, vous voyez, c'est un peu le récit à la Lord of the Rings ou Star Wars. C'est un peu le garçon un peu qui découvre le monde et qui est conseillé par un vieux barbu et qui doit sauver l'univers, voilà. Classique. Donc c'est un peu classique, voilà, pour enfants. C'est comme ça. C'était 82. Du coup, pour enfants, mais pourtant, l'œuvre est quand même extrêmement complexe dans sa réalisation, dans sa création, dans son art. Et du coup, le scénario, bon bah, faut le prendre tel quel, mais faut avoir quand même un certain deuxième regard, et là, on va détailler ça juste après. Faut quand même parler avant de l'univers un peu de Dark Crystal qui est immense. Genre, on voit, tu vois, on voit l'univers de Star Wars qui est très complexe, il y a plein de races, il y a plein de planètes. L'univers d'Harry Potter, c'est pareil, il y a plein de maisons et tout. L'univers de Dark Crystal, franchement, il a rien à jalouser, parce que on peut littéralement faire une encyclopédie tellement il y a de créatures en présentes en 1h30 de film. De petits détails partout, de choses, je crois que je sais plus, mais dans la série Netflix, c'est 1500 créatures qui ont été créées juste pour les 10 épisodes de la série. C'est des proportions hallucinantes pour faire vivre un univers, en gros, qui doit être crédible. Et faut bien comprendre que, en gros, le cinéma au sens large, il nous habitue à des étiquettes. Genre, il nous dit, ça c'est un film de gangster, ça c'est un film de SF, ça c'est du western, ça c'est médiéval fantastique. Il faut que la thématique, en gros, de l'univers, elle soit clairement identifiable pour que la majorité s'y projette. Or, Dark Crystal, il rentre pas du tout dans cette case. C'est impossible de dire Dark Crystal c'est telle case, parce que Dark Crystal c'est unique. C'est un monde unique, il y a des lois uniques. On pourrait assimiler ça à de la fantasy, si on veut, ou de la dark fantasy, mais ça serait quand même réduire sa complexité. D'accord. Ouais, et en gros, c'est à mon sens tout le génie de Brian Froud dans ce film, c'est d'arriver à créer une œuvre qui est vraiment genre, qui se détache de tous les codes. Et ça, c'est très très rare dans le cinéma. Et si vous devez le revoir aujourd'hui, voilà, bon, faut quand même se replacer dans le contexte du cinéma fantastique des années 80. Le film a un peu vieilli, mais il est quand même très impressionnant. Donc faut pas le voir comme une conquête de plus à son tableau de chasse cinéphile, mais faut plutôt lui laisser sa chance. Faut accepter d'entrer dans cet univers un peu bizarre mais riche. Mais cependant, en tant que binge-watcher des années 2020, moi je vous conseille quand même de commencer par la série Netflix qui est beaucoup beaucoup plus abordable. D'accord, ok. Et j'arrive du coup à une anecdote qui est assez personnelle du coup. En gros, la première fois que j'ai vu Dark Crystal, c'est quand j'étais ado, quand je devais avoir 18 ans, je sais pas quoi. J'avais vu la cassette, mais on n'avait pas de lecteur cassette, et du coup j'ai dû le télécharger, j'ai dû le pirater pour le voir. Et je téléchargeais énormément de films à cette époque-là, et je savais pas du tout à quoi m'attendre d'un film de marionnette, parce que j'en ai jamais vu. Du coup j'ai regardé le film, j'ai eu un sentiment étrange de regarder quelque chose d'unique, avec une esthétique un peu imparfaite, des images plus imparfaites que des images de synthèse, et beaucoup plus réelles et vraisemblables. Et ce genre de sentiment-là, je l'ai jamais eu ensuite quand j'ai regardé des films, plus jamais quoi. C'est uniquement avec Dark Crystal que j'ai trouvé ça. D'accord. C'est pour ça, j'ai l'impression que genre tout le film est comme ça. C'est pas comme par exemple Jurassic Park où ok t'as des dinosaures en animatronique où des fois ouais ça peut te faire ressentir des émotions un peu chelou. Mais là oui, enfin moi j'ai pas vu Dark Crystal, mais justement j'aimerais bien tenter cette expérience là.
Bah justement, c'est un bon exemple parce que voilà, Jurassic Park, donc c'est les dinosaures qui sont en animatronique et dans Animal Crossing. Oui, il faut suivre. Oh là 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 là. Dans Dark Crystal, 100% du film est fait en Muppet. C'est vrai, c'est incroyable. Je crois qu'il doit, sans déconner, je crois qu'il doit y avoir une scène de 2 secondes qui est fait avec un acteur, mais je suis même pas sûr. Pour amuser à la retrouver, c'est quand Jen monte une falaise en allant voir Ogra ou un truc comme ça, et du coup, comme il y a un truc un peu dynamique à faire, enfin bref, mais je suis même pas sûr de ça en vrai, parce que de ce que j'ai lu, en tout cas, c'est 100% de marionnettes. D'accord. Pour finir un peu sur le film, donc pour parler pognon, à titre de comparaison, Star Wars 4 à l'époque a demandé 11,5 millions de dollars à produire, et on a rapporté 323. D'accord. Donc c'est quand même un énorme carton. Oui, carrément, ouais. Et Dark Crystal, on a demandé 15 millions, et on a rapporté 41. Donc c'est un moins bon carton. Ouais. Parce que le film a été jugé un peu simpliste dans son scénario, mais extrêmement bien réalisé et blablabla. Et puis le marionnettisme, c'est quand même beaucoup plus complexe, beaucoup plus cher techniquement que la comédie. Ouais. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses à construire, c'est des années de travail avant de faire le film en fait. Et voilà, mais pourtant, chacun à leur manière, en gros, ces 2 films, ils sont considérés comme des classiques cultes de leur genre. Star Wars, bien sûr, la SF, et Dark Crystal du genre fantasy. Et encore, c'est réduire, j'ai l'impression, ces films à ces genres-là, mais enfin, comme Star Wars, c'est un peu un mélange de western, de science-fiction, d'heroic fantasy. Dark Crystal, j'ai l'impression aussi que c'est un mélange de plein de trucs quand tu nous le dis. C'est clair, ouais. C'est juste qu'on a tendance toujours à mettre des trucs dans des boîtes pour que les gens s'y retrouvent, mais c'est vrai que... Ouais, c'est ça, des étiquettes, c'est clair. C'est ça. C'est vrai que pour simplifier, Star Wars c'est du space opéra et Dark Crystal, de ce que tu as l'air d'en dire, c'est de la dark fantasy, quoi, un peu. Ouais, en tout cas un précurseur de dark fantasy, quoi. Mais dans les 2 cas, tu vois bien que ça reste de la simplification, quoi, et quand tu le regardes, c'est toujours plus complexe. Les fans, en tout cas, toujours plus complexe, ouais. Les fans de Star Wars, ils auront, à mon avis, du mal à dire que c'est de la pure SF, parce qu'il y a trop de choses sous-jacentes, voilà, enfin bref. C'est un débat. Moi, je vous conseille, dont chers auditeurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'écouter, l'épisode 13 de Tout et de Rien, où Benjamin parle de space opéra, justement, et un petit peu de Star Wars, puisque, techniquement parlant, c'est rangé dans ce genre-là. Voilà, donc si vous avez, des questions là-dessus, n'hésitez pas à aller y faire un tour, sachant que, il n'est pas encore terminé d'être monté à l'heure actuelle. Benjamin qui est un très bon chroniqueur, d'ailleurs. Oui, effectivement. Et on dit pas ça parce qu'il nous écoute, hein. Bah, j'irai faire un tour parce que ça m'intéresse. Je suis touché, dit-il. Cette fois-ci, on va parler un peu de la série Dark Crystal Age of Resistance, donc sur Netflix, qui est sortie l'année dernière, 2019. Et en gros, cette série, elle est assez incroyable dans le sens où personne ne l'attendait, dans la fanbase en tout cas, parce que faut savoir, entre 82 et 2019, il y a quand même 37 ans qui séparent, et en 37 ans, il y a le temps de vivre une vie, hein. Donc tout le monde avait oublié. Hein. Ouais, les mecs, ils avaient plus d'espoir. Non, moi, même moi perso, j'étais un très très grand fan et j'avais aucun espoir qu'il y ait même un 2e film ou un truc comme ça. Et il y avait eu un projet de 2e film, mais il était abordé parce que justement, c'était trop cher, quoi. Et là, Netflix arrive en grande pompe avec les fils et filles Henson à la production. Il y a toute la famille Fraud qui revient. Il y a 83 marionnettistes qui sont engagés, il y a des studios en béton, il y a un casting de voix de malade. Il y a par exemple, je sais pas, alors je vais citer des noms, mais Taron Egerton de Kingsman. Ah oui, d'accord. Okay. Nathalie Emmanuel et Nathalie Dormer de Game of Thrones. Nathalie Dormer dedans? Il y a la voix de Nathalie Dormer? Ouais. Ok, je vais aller directement voir cette série dès qu'on a terminé. Attends, c'est pas fini parce qu'il y a mieux. Il y a Helena Bonham Carter de tous les Tim Burton. D'accord. Alors mieux, je sais pas, mais d'accord. Il y a Simon Pegg de la trilogie Cornetto, vous savez, les films genre Hot Fuzz. Avec Nick Frost. Ouais. Oh, j'adore. Il y a Sigourney Weaver de Alien. Putain. Et il y a même, on y revient à Star Wars. Mark Hamill, bravo. Oh putain, il est partout cet homme, c'est incroyable. C'est ouf. C'est ouf. C'est fou. Et ça, c'est dans la série Netflix. Hein. Ouais, bien sûr, ouais, la série Netflix. Oui. Non, c'est incroyable. Moi, j'ai des chiffres après que je pourrais balancer comme ça, comme du fric par-dessus la fenêtre. C'est incroyable. Et la série. On aime les chiffres. Ouais, non, ouais. La série, en gros, c'est un préquel au film qui se passe avant que les Skeksis ne décident de décimer les Gelflings. Donc, en plein âge d'or, en fait, des Gelflings. Donc, on voit beaucoup de ces petits elfes-là, donc les Gelflings. Et le synopsis est beaucoup plus court, mais assez simple au final, mais assez percutant. Un peu à la Netflix, quoi. Ouais. C'est un synopsis de 3 lignes qui après ils développent comme des malades. L'histoire c'est, alors que sur Thra, la race Gelfling prend conscience du fait que les suzerains adorés habituellement, les Skeksis, sont des exploiteurs qui siphonnent la force du cristal pour prolonger leur propre vie, tout en se proclamant les dirigeants de Thra, 3 Gelflings,
Ryan, Brea et Dit inspirent une rébellion après avoir découvert un horrible secret derrière le pouvoir des Skeksis qui menace Tutra et le cristal. C'est une métaphore du capitalisme en fait, simple. un peu ça, non? Ah mais on y revient, alors toutes mes chroniques vont parler de capitalisme, okay, c'est fou ça. Bon bah je ferai gaffe pour la 3e. Toujours un lien avec le capitalisme, voilà. On peut appeler ça le capitalisme, le point capitalisme. Le point capital. Ouais. T'es le chroniqueur spécialisé sur le capitalisme. Voilà, après ce sera sur Mad Men et Loup de Wall Street. Les pieds dans le plat, dame. Donc en gros on arrive dans un monde un peu plus développé que dans le film, dans le sens où il y a des nations Gelfling, il y a de la géopolitique, il y a de nouvelles créatures, il y a une intrigue découpée à la Game of Thrones. Vous voyez, c'est un peu de ceci, un peu de cela, vous voyez, ça suit comme ça. Et personnellement, j'adore le traitement qu'a eu la série, parce que l'histoire, en gros, elle nous parle d'équilibre des forces, elle nous parle de respect de la nature, de respect de Tra, du coup. Elle nous parle de féminisme, aussi, parce que la société Gelfling, c'est une société matriarcale. D'accord. C'est les femmes qui ont plus d'autorité que les hommes. On appelle les dirigeantes de chaque clan, c'est des matras, je crois. C'est le terme, si je dis pas de bêtises. D'accord. Je peux dire des bêtises, par contre. Et puis les gens iront vérifier. Hein. Ouais, voilà, vous irez vérifier sur notre dieu et maître Google. Biologiquement, en fait, même, les femelles Gelfling possèdent des ailes que les hommes n'ont pas. Donc les femelles peuvent voler, et les mâles peuvent pas voler, en fait. Obligés de rester terre à terre. Et dans la société, en gros, Gelfling, c'est intéressant parce que les femmes, elles ont toujours des postes de dirigeantes ou de chefs, et les hommes, ils ont toujours des postes d'artisans, de créateurs, de forgerons, de ce genre de trucs. C'est super, super intéressant de voir que un univers comme ça qui renverse beaucoup de choses. Ça fait du bien de voir des histoires où tout n'est pas centré sur le pouvoir des hommes, et ça aide à prendre un peu de recul sur... Mais ça, c'est un truc pas mal dans la fiction, ouais, tu prends un truc de la société et tu le retournes. Ouais. Et du coup, ça peut te permettre de développer des univers, des trucs qui sont hyper originaux. Ouais. Et pourtant, c'est très simple à faire. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est super intéressant, dans le sens où tu peux tout repenser, et ça donne une perspective qui est d'emblée opposée à ce que tu connais, et ouais, je suis fan de ce petit détail. Mais en gros, voilà, donc j'ai beaucoup parlé de tout ce qui est nation et tout, mais si on regarde en fait que ça, on apprécie que 50% de Age of Resistance, parce que les 50% restants, en fait, c'est le challenge technique titanesque pour arriver à ce niveau de détail dans chaque plan. Parce que, clairement, hein, pendant la série, vous faites le test, vous faites pause n'importe quand, c'est un tableau. C'est vraiment un tableau. Genre tous les plans sont pensés pour être des tableaux. C'est magnifique, c'est un travail qui est colossal. Dans la série, en tout cas, il y a plusieurs races qui se partagent un peu les terres de Tra. Il y a les Podlings, qui sont une sorte de petits êtres innocents et rigolos qui habitent les troncs d'arbres. Et les Podlings, par exemple, eux, c'est des marionnettes à main. C'est-à-dire, c'est une main dedans la marionnette, et donc on voit jamais leurs pieds, ou alors on voit que leurs pieds, mais on voit jamais le Podling dans son entièreté. D'accord. Vous voyez ? Ouais, genre si tu mets ta main dans la marionnette et tu l'animes. Voilà, et du coup, pour animer ça dans un contexte, genre t'es dans une forêt et t'as des Podlings qui marchent, c'est hyper compliqué, et ils y arrivent super bien, genre on se rend pas compte en fait de la main en fait dans le Podling. Ça c'est impressionnant. Les Gelfling du coup c'est des marionnettes à main qui sont avancées, c'est-à-dire elles ont plus de contrôle que les simples Podlings, parce qu'elles sont plus grandes aussi, et elles ont des parties animatroniques, par exemple les yeux, etc., donc ils sont contrôlés par un marionnettiste externe. Donc il faut 2 à 3 personnes pour contrôler un Gelfling. T'as un ou 2 marionnettistes qui font, en général, il y en a un qui fait la tête et un autre qui fait le corps, et il y a un animateur à distance pour tous les détails, genre les oreilles qui bougent, etc., les émotions. C'est un gros travail, hein, boulot, ouais, que ça va demander. Chaque scène, c'est un gros boulot. Et les mystiques et les Skeksis, qui sont des costumes à taille humaine, donc c'est vraiment genre des costumes de 2 mètres de haut, je crois qu'il faut plusieurs centaines de mètres de tissu pour faire un seul mystique ou un seul Skeksis. Et pour rentrer dedans, en gros, faut être penché à 70 degrés. Donc t'imagines, t'es penché à 70 degrés, tu marches sur tes genoux pliés, et c'est extrêmement physique, parce que il faut tout bouger en même temps, il y a que toi qui bouge tout, et c'est un taf qui est titanesque. Et du coup, il y a une anecdote par rapport à ça qui est marrant, c'est que dans le film Dark Crystal originel, les marionnettistes qui jouaient les mystiques et les Skeksis, ils avaient une mutuelle santé qui était plus avantageuse que les autres, à cause justement des douleurs de dos et de genoux qu'ils devaient supporter plusieurs heures dans le même costume. C'est génial comme anecdote. C'est clair. C'est ouf ça. Mais c'est clair. Trop bien. Mais c'est en vrai, enfin, merci la Jim Henson Company, parce que je pense que, enfin, tu passes plusieurs heures dans ce truc-là, t'en peux plus, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. T'as fait le sport de l'année.
Et donc, les plupart des décors, en gros, qu'on voit dans la série, ils sont faits à la main et à taille humaine. Donc, je crois, je sais plus le chiffre exact, mais je crois que c'est entre 40 et 70 plateaux différents. Donc, c'est un gros studio, tu vois. Ouais. Et à taille humaine, hein, ça veut dire vraiment, genre, tu peux te balader dedans, etc. Et en plus de ça, il faut penser à un double sol, justement pour les podlings, etc. Voilà, pour que le gars, il soit en dessous, qu'il puisse sortir la main à hauteur du sol du décor, qui est un petit en dessous de la taille d'un humain. Donc c'est un peu plus compliqué que juste faire un décor. Et dans cette série, l'intérêt, du coup, c'est qu'ils ont réussi à mixer les CGI, donc les images de synthèse, avec tout ce qui est manuel. Il faut savoir, donc, c'est quand même 20% de CGI pour 80% de marionnettisme et de décors manuels. Donc c'est quand même honnête, quoi, par rapport aux 100% du film originel. Et là, les CGI, en gros, ils ont été utilisés surtout dans les plans larges, pour faire les backgrounds très très loin, etc. Ou certaines scènes d'action où là la limite technique des marionnettes fait que il faut inclure voilà un peu de CGI. Mais globalement, quand vous le regardez, c'est beaucoup de marionnettisme. Ça va être beau. Et quand tu as ce constat en tête, quand tu sais que en fait derrière c'est pas de la CGI, c'est pas ce que tu as l'habitude de voir, le rendu final il est encore plus beau. Parce que t'as le travail en fait, t'as le poids du travail qui joue sur la qualité de l'œuvre. Ça c'est très important. Voilà. Et alors à la demande en fait de Brian Froud, donc le directeur artistique, les marionnettistes ont dû utiliser une méthode qui s'appelle le bunkaru. C'est un type de théâtre marionnette japonais où le marionnettiste en gros il manipule ses marionnettes à la vue du public. Donc en fait il est sur scène. Okay. Il est avec la marionnette, il est derrière par exemple, et il fait bouger la marionnette, voilà, avec plusieurs systèmes de levier, tout, très très mécanique. Et généralement, il est vêtu de noir pour qu'on le voit pas trop et pour que le spectateur se focalise sur la marionnette. Et donc là, Brian Froud, en fait, il a repris cette méthode, c'est super intelligent, parce qu'il l'a adapté aux technologies actuelles. C'est-à-dire que dans la série, quand les marionnettistes utilisaient le bunkaru, ils étaient vêtus de combinaisons vertes afin d'être retirés du plan final digitalement, la technique du fond vert en fait. Et donc voilà, il y a pas mal de trucs comme ça où tu remets ta marionnette et en même temps tu l'adaptes aux technologies. Ouais. Ça rend le truc super vivant en fait, et avec des techniques que t'aurais pas pu faire il y a 20 ans et 30 ans. C'est clair. Donc c'est super impressionnant. Et voilà, et donc j'arrive à mes chiffres que je disais tout à l'heure. Alors, des chiffres. Vous voulez des chiffres ? Ouais. Alors, oui, on veut des chiffres. Alors 2, 28, 77, voilà des chiffres. C'est même des nombres Allez, d'ailleurs. Merci. Vous couperez cette blague, hein. Donc en gros, la série, si je donne des chiffres, elle a demandé plus de 170 marionnettes différentes, c'est-à-dire environ 1 an et demi de travail de création avant tout ce qui est montage, prise de vue, etc. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu vois, par exemple, à côté, un Wallace et Gromit qui est en stop motion, donc image par image, en pâte à modeler. Wallace et Gromit, c'est 1 an et demi, non, 2 ans et demi même, pour tout faire. Là, c'est un an et demi pour préparer, et ensuite, il y a encore 1 an et demi derrière pour tourner, etc. Ouais, parce que j'imagine que le tournage doit durer aussi super longtemps avec ce genre de technique. Ouais, je sais plus les chiffres exacts, mais tu trouves ça sur YouTube, il y a des behind the scenes, voilà, des derrière la scène. Bref. Et donc, il y a d'autres petits chiffres comme ça qui sont intéressants. Par exemple, il y a une scène dans une bibliothèque, c'est, je crois, au tout début de la série, où tous les murs, en gros, sont littéralement recouverts de livres. Donc, c'est très bucolique, tu vois. Et ces livres-là, en fait, il y a 10 000 livres qui ont tous été peints à la main, un par un. Oh là. Ce travail de malade. Le taf de fourmi. Alors c'est pas un chiffre, mais du coup je savais pas trop comment l'intégrer, mais je trouve ça super marrant quand même. En 82, en gros ils animaient les animatroniques via des câbles, une technique de base. Et en 2019 en fait ils ont utilisé un truc un peu différent pour animer les animatroniques. Ils ont utilisé une Wiimote, donc de Nintendo, qu'ils ont modifié pour pouvoir couvrir les besoins voilà, d'animation. Et donc voilà, je trouvais ça marrant qu'ils utilisent des Wiimotes à la place c'est clair. de trucs professionnels. Ouais, alors, on peut supposer que c'est parce que peut-être la Wiimote elle est plus sensible que les trucs professionnels, mais ça me paraît un peu, je sais pas. Ouais. Ou peut-être moins sensible, je sais pas, enfin, plus adapté Ouais. en tout cas. Et donc pour conclure un peu dans toute cette histoire, donc en temps normal en fait quand on regarde Avengers par exemple, quand on regarde Superman ou d'autres blockbusters quasiment à 100% en CGI, derrière que du fond vert, en fait on mesure pas le travail, on mesure pas les armées qui sont derrière, les armées d'infographistes, les armées d'artistes 3D et tout. On prend le résultat comme argent comptant, on se dit voilà bon bah c'est encore un blockbuster, c'est ces trucs, et on est extrêmement critique sur des petits détails de rendu, alors que quand on regarde Age of Resistance, c'est un peu comme regarder un film en stop motion à la Wallace et Gromit. Il faut être conscient en fait du travail titanesque qui a été accompli derrière, de la quantité d'heures dépensées, de l'artisanat requis. C'est vraiment de l'artisanat pour une œuvre de cette qualité. Du coup, afin de pleinement apprécier le résultat.
Et donc en définitive, voilà, regarder le derrière la scène est presque aussi magique que regarder la série. Du coup, pour finir, je parlais un petit peu des dérivés, des produits dérivés de la série Dark Crystal. Il y en a eu plusieurs. Rapidement, il y a eu un manga qui s'appelle Legend of the Dark Crystal qui est pas ouf, qui est pas très beau. Il y a eu des romans qui s'appellent Shadows of the Dark Crystal que j'ai pas lu. Si ça se trouve, ils sont bien. Moi, j'ai lu surtout les comics qui sont vraiment excellents. Donc il y a The Dark Crystal Creation Myth qui explique en gros l'origine de Tra, l'origine de plein de personnages. Donc c'est super intéressant. Et il y a The Power of the Dark Crystal suivi de Beneath of the Dark Crystal, qui sont en gros les suites du film. Là aussi, c'est super intéressant, ça prolonge l'expérience du film, donc c'est super cool. Et ça introduit d'autres types d'autres races, d'autres espèces, donc c'est super intéressant. Il y a un jeu vidéo aussi sur Switch, qui s'appelle The Dark Crystal Age of Resistance Tactics. Et comme son nom l'indique, c'est un tactics, et donc ça veut dire que c'est rien à voir avec la série en vrai. Moi je comprends pas du tout ce jeu-là. Dark Crystal c'est un truc que tu peux très bien l'imaginer en RPG ou quoi que ce soit, mais non, ils ont voulu faire un tactics. Trop bizarre. Ça me sort par les yeux cette histoire. J'y ai pas joué de haine. Voilà. Et en plus, ça aurait été l'occasion de sortir un jeu sur cet univers. Ouais, non, mais c'est ça, mais non, c'était un coup de com', quoi, c'est un truc comme ça. Okay. Il y a une convention aussi, qui s'appelle The Great Con Junction, donc pour la grande conjonction. Alors, c'est à Boreham Wood, au UK, bon, pourquoi pas. Et après, bon, voilà, beaucoup de artbooks, de CD, de figurines, et si ça vous intéresse aussi, il y a des figurines qui sont extrêmement chères, mais extrêmement belles, qui sont faites par l'atelier Weta, W-E-T-A. Ok, cool. Voilà, donc si ça vous intéresse comme série, n'hésitez pas à commencer par la série Netflix, très abordable, très très belle, et voilà. Bah écoute, t'as bien vendu ta marchandise, si je puis dire. J'ai bien vendu ma Camelote. C'est ça. Bah moi franchement, je savais déjà qu'il fallait que je la regarde parce qu'on m'avait déjà dit quand elle était sortie qu'il fallait que je la regarde. Mais du coup, tu l'as bien vendue. Bon, j'avoue que tu m'as eu aussi à Nathalie Dormer, mais je pense que je la regarderai quand même. C'était ça. Mais la même, hein, moi ça me donne envie à 100% de tout regarder, sachant que je suis aussi super curieux de voir le film. Ouais. J'aimerais bien essayer de commencer par ça si j'arrive à le trouver. Mais sinon, ouais, la série Netflix. Bon, bah écoutez les gars, si ça vous va de conclure là-dessus, sur cette belle idée d'aller regarder des séries, des films remplis de marionnettes et remplis de gens talentueux qui participent dessus, je vous propose de mettre fin à notre émission remplie également de gens talentueux qui participent à l'intérieur. Si toutefois cela vous convient, si cela vous convient, pas combien. Sinon ça n'a pas de sens. Moi je vais tout de suite aller revoir la série Netflix parce que du coup me faire la chronique ça m'a donné envie de la revoir une énième fois. Excellent. Eh ben écoutez, du coup, merci à vous les gars, merci à vous également, chers auditeurs, merci également à Benjamin qui nous a écouté pendant plus de la moitié de l'émission. Merci à lui, parce que c'est toujours aussi un plaisir d'être écouté pendant une émission, parce que c'est chouette en fait. Ça crée une compagnie qui n'est pas présente, mais qui est quand même présente un petit peu. Un peu comme derrière. sur des podcasts en ligne. Merci également à Raphaël pour avoir mis le Seigneur des Anneaux en fond, alors qu'il est en train de faire autre chose, comme manger par exemple. C'est très sympa aussi d'entendre parler d'Heroic Fantasy, de Dark Fantasy quand on a le Seigneur des Anneaux en fond derrière. Voilà, bref. Je raconte ma vie, c'est normal. Voilà, c'est parce qu'il est tard. Merci à vous tous en tout cas, et passez une très bonne soirée, journée, tout ce que vous voulez. Merci. Yes, des bisous. Ciao. Juste, il y a mon chat qui est sur le genou. Mais là, il me l'avait fait la dernière fois, je sais pas si ouais, je m'en souviens. Il vient souvent sur toi en fait. Mais oui, il est chiant. Allez, pousse-toi. Allez, et ne reviens jamais.